Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la deuxième partie du chapitre 3 du cours Éthique, sciences, histoire et société. Donc dans cette deuxième partie, j'aborderai les courants critiques du réalisme, c'est-à-dire le courant relativiste et le courant constructiviste. Nous allons commencer par le relativisme. Donc l'ontologie relativiste ne nie pas l'existence d'un monde physique ayant une structure bien déterminée. Donc il ne faut pas la confondre avec l'idéalisme. Mais elle considère que, dans sa forme modérée, celle de Kuhn, la science ne progresse pas forcément vers une meilleure compréhension du monde, parce qu'elle est dépendante du contexte social. Donc on parle d'épistémologie sociale. Et dans sa forme plus radicale, celle de Feyerabend, le relativisme considère que la complexité du monde rend impossible son étude, et que toutes les méthodes scientifiques se valent. Là, on parle d'épistémologie anarchiste. Donc, je vais d'abord vous présenter l'épistémologie relativiste modérée de Kuhn, puis je vous présenterai l'épistémologie relativiste radicale de Feyerabend. Donc, Thomas Kuhn, qu'on associe à un relativisme modéré, a développé une sociologie de la connaissance scientifique. Donc, il a analysé la dynamique des sciences en tenant compte des facteurs sociaux pour expliquer ce qu'il appelle les changements de paradigme, c'est-à-dire les changements de théorie explicative dominante. Donc, pour Kuhn, la progression des connaissances scientifiques n'est pas linéaire, comme par exemple pour Karl Popper. Lui parle de révolution. Donc, dans le cycle qui est représenté ici, une science dite normale, j'expliquerai ce que c'est bientôt, va mener à l'adoption d'un paradigme, donc une théorie dominante. Et cette théorie dominante va rester la référence jusqu'à ce qu'une série d'anomalies, donc de problèmes pour expliquer la réalité sur base de cette théorie, apparaissent. Ces anomalies vont susciter une crise chez les scientifiques, le développement d'une science dite extraordinaire, une science qui va se développer en réaction pour tenter d'expliquer, de résoudre les anomalies, et cette science extraordinaire mènera au développement d'un nouveau paradigme. Donc, le point important à retenir, c'est cette notion de révolution progressive dans les sciences. Les sciences ne progresseraient pas, comme le postulait Karl Popper, de manière linéaire, par amélioration successive, elles procéderaient par révolution, un paradigme en remplaçant un autre. Donc Kuhn fait une différence entre ce qu'il appelle la science normale et la science révolutionnaire. Donc, la science révolutionnaire, c'est celle qui est à l'origine d'un nouveau paradigme, et la science normale, c'est celle qui consolide, entre guillemets, le paradigme qui est en place. Donc c'est celle qui va produire des éléments justifiant que le paradigme dominant soit bien dominant. Et donc pour Kuhn, c'est l'inadéquation d'un paradigme à décrire la réalité qui mène à une crise et à l'adoption d'un nouveau paradigme. Alors le deuxième point important à retenir avec Kuhn, c'est que ce changement de paradigme, pour Kuhn, peut être dépendant du contexte social. Et donc le changement peut en partie être aveugle, au sens où il n'y a pas nécessairement de progrès vers la vérité. Donc c'est en ça que Kuhn est relativiste. Il considère que le changement de théorie scientifique n'est pas forcément le résultat d'une meilleure capacité de la nouvelle théorie à expliquer la réalité. Elle peut simplement devenir dominante parce qu'elle répond à une série de demandes sociétales. Alors Kuhn fait également remarquer que les théories scientifiques ne sont pas rejetées
dès qu'elles ont été réfutées. Ce qui est intéressant et qui est vrai dans pas mal de cas. Elles sont en fait rejetées uniquement quand une alternative acceptable s'impose. Donc c'est un peu comme si la science avait horreur du vide. On a besoin de théories explicatives, et même quand on sait qu'une théorie ne fonctionne pas complètement, qu'elle n'est pas parfaite, on la garde jusqu'à ce qu'une théorie plus satisfaisante soit disponible. Alors il fait également remarquer que la transition de paradigme change en fait littéralement la perception du monde pour les scientifiques. Donc ça c'est un point intéressant aussi. Il souligne le fait que les théories représentent des sortes de filtres de perception. Ce sont les théories qui permettent d'interpréter les observations pour Kuhn. Et donc quand on change de théorie, on change littéralement de manière de voir le monde. Alors passons maintenant à Paul Feyerabend et au relativisme radical, donc qui est associé à ce qu'on appelle l'anarchisme épistémologique. Donc Feyerabend, ça a été un élève de Karl Popper, et son œuvre entière peut être comprise comme une réaction surtout au positivisme logique du cercle de Vienne. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais présenter. Le cercle de Vienne avait une vision très radicale de ce que devait être la science. Et Feyerabend réagit également aux théories de Popper qu'il critique. Donc l'ontologie relativiste radicale, je le rappelle, c'est l'idée que la complexité du monde est telle qu'aucune méthodologie scientifique particulière ne saurait permettre de l'appréhender. Et Feyerabend considère que nos biais cognitifs, culturels, religieux nous empêchent d'appréhender le monde, et ils affectent profondément la pratique scientifique. Il estime aussi, et ça c'est important, que pour lui, il n'y a pas de norme de rationalité universelle. Donc c'est une critique véritablement radicale de fond de tout ce qui fait la méthode scientifique. Et donc au niveau de l'épistémologie, de la méthode, Feyerabend défend un anarchisme méthodologique. Donc il estime qu'en raison de la complexité du monde, toutes les méthodes ont leurs limites, et donc une pluralité de méthodes est nécessaire pour étudier le monde. Donc c'est une des phrases qui est restée dans l'histoire de la philosophie des sciences, celle de Feyerabend. Il a déclaré que tout se vaut. Tout se vaut au sens, pour lui, toutes les méthodes, d'une certaine manière, sont les bienvenues, peuvent être utilisées. Il ne faut pas se limiter. Donc ça, c'est typiquement une réaction au cercle de Vienne, qui estimait qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule méthode scientifique valable, celle que eux défendaient, l'induction. Et donc, à l'opposé, Feyerabend, sur des bases historiques, montre que, au cours de l'histoire, toute une série de théories considérées comme vraies ont été produites par toute une série de méthodes différentes. Je rappelle que, par exemple, Einstein n'a pas produit sa théorie de la relativité de la manière recommandée par le cercle de Vienne. Il a produit sa théorie de la relativité principalement par des expériences mentales, donc de manière déductive. Et donc Feyerabend souligne, et ça il a tout à fait raison, le fait que on ne doit pas se limiter à une seule méthode scientifique. Face à la complexité du monde, on peut en utiliser différentes. Alors il va également estimer que la science ne progresse pas simplement en accumulant des faits de manière neutre. Et donc il va également fortement critiquer la neutralité de la science. Il va aussi défendre l'idée que le progrès scientifique en lui-même, donc le développement de nouvelles théories, est souvent le résultat d'une transgression des normes. Donc il va critiquer tout ce qui pour lui, est une autorité en science. Il va estimer qu'il est très très important de maintenir une science qui est ouverte, même aux idées marginales. Alors en quoi est-ce qu'il est véritablement relativiste ? Ça c'est sans doute l'aspect le plus critiquable de son approche, c'est qu'il a tendance à considérer que toutes les théories ou points de vue ont la même valeur. Là c'est vraiment du relativisme pur. Donc il a vraiment déclaré que le vaudou
l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine moderne, tout ça pour lui a la même valeur. Et donc pour lui, il ne peut pas y avoir une théorie scientifique universelle qui serait valable pour tout le monde et qui permettrait de tout expliquer. Et donc Feyerabend a lui-même qualifié son épistémologie d'anarchiste, au sens où pour lui, le scientifique n'est censé ne rendre des comptes qu'à lui-même. Il ne doit pas être soumis à des normes, et il peut donc utiliser librement toutes les méthodologies dont il a envie. Alors, on peut aussi dire que son épistémologie est en partie d'inspiration libérale, au sens où sur le long terme, il estime que ce serait la compétition entre les différentes théories qui décidera du maintien ou de la disparition de celle-ci. Et donc ce serait au final un mécanisme compétitif du type libre marché, c'est pour ça que je parle de libéralisme, qui déciderait de la valeur des théories scientifiques. Alors là, de nouveau, où Feyerabend est relativiste, c'est qu'il considère que ce n'est pas la capacité explicative d'une théorie qui va uniquement dépendre du fait qu'elle gagne, je dirais, la compétition. Pour Feyerabend, il y a de nombreux facteurs socio-économiques, et pas seulement la véracité des théories, qui contribueraient à leur sélection. Donc là, c'est la même idée que Kuhn, c'est l'idée qu'une théorie va s'imposer, pas uniquement parce qu'elle décrit mieux les choses que la théorie précédente, mais tout simplement parce qu'elle répond à une demande socio-économique. Donc il a été jusqu'à proposer que les suppositions, les conclusions de la science devraient également être supervisées par des comités populaires, afin d'éviter que les scientifiques n'aient le monopole de la vérité. Donc c'était un grand défenseur de ce que certains appellent aujourd'hui une science démocratique, une science qui en fait serait soumise à la volonté populaire. Donc pour Feyerabend, et c'est un point qui explique en partie sa position très critique, il estime que la liberté individuelle ne peut être garantie si l'éducation est normative. Donc pour lui, l'individu doit être libre d'apprendre ce qu'il veut comme il veut. Et donc ça se traduit par le rejet d'une science officielle qui aurait le monopole de la vérité. Donc il est extrêmement critique à la fois sur la notion de méthode scientifique, mais également sur le contenu de la science en tant que telle, qui pour lui ne peut pas avoir le monopole de la vérité. Donc il estime, dans la même logique, que l'État ne doit être influencé ni par les idéologies religieuses, ni par ce qu'il considère comme étant l'idéologie scientifique. Il estime que les religions et la science sont toutes les deux totalitaires parce qu'elles pensent détenir la vérité. Alors, critique de ce relativisme radical, dans sa forme extrême, il mène en fait à un cul-de-sac. C'est un peu comme si Feyerabend sciait la branche de la philosophie sur laquelle il est assis. Bon, le premier point, c'est que si tout est relatif, le relativisme en lui-même l'est aussi. Et donc ça, quelque part, c'est une contradiction interne qui invalide le relativisme lui-même. Alors si la réalité est trop complexe pour être appréhendée, la démarche scientifique perd finalement tout son intérêt. Et s'il n'existe pas de méthode scientifique, rien ne va différencier science et pseudoscience. Il n'y a pas de démarcation. Et donc en conséquence, du point de vue défendu par Feyerabend, il n'y a plus véritablement de science. Donc Feyerabend est un peu considéré aujourd'hui comme un épouvantail. On estime qu'il a émis des critiques intéressantes, mais que sa position en tant que telle n'est pas véritablement défendable. Mais je tiens à souligner que même si ces critiques étaient très radicales, ces idées-là ont contribué de manière significative à la réflexion sur la philosophie des sciences. Notamment, il a mis en évidence la complexité et la diversité des méthodes scientifiques qui ont été employées au cours de l'histoire. Donc il a contribué à invalider la position trop radicale et trop dogmatique du Cercle de Vienne, et notamment il a aidé quelque part à aller dans le même sens que Popper, c'est-à-dire
à défendre l'idée que ce n'est pas la méthode scientifique qui compte, mais, comme Popper le défend, la possibilité de critiquer et d'invalider les théories scientifiques qui font qu'une théorie est scientifique ou non. Alors passons à présent au constructivisme. Alors là, ce sous-chapitre sera assez long. Donc le constructivisme, ici j'utilise le terme pour désigner l'ensemble des mouvements critiques qui se sont développés en partie en réaction aux Lumières, et donc à l'importance de la rationalité en science, et en réaction au réalisme en tant que tel. Alors, c'est un mouvement qui est très hétérogène, et ça va m'obliger en fait à présenter de nombreux auteurs. Mais la démarche est un peu la même que pour l'idéalisme. Je vais vous présenter les points communs, puis ensuite je vais vous présenter la diversité, entre guillemets, du mouvement en tant que tel. Donc le constructivisme, c'est vraiment une critique du réalisme, mais avec pour objectif d'éviter le piège du relativisme radical. Parce que le relativisme radical, j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est un peu un cul-de-sac. Et donc ce constructivisme, il est assez proche du relativisme modéré de Kuhn. Mais par contre, il repose sur toute une série d'autres arguments. Donc l'ontologie constructiviste estime qu'il existe une réalité indépendante de l'observateur, mais que ce dernier a une connaissance biaisée, subjective de la réalité. Et au niveau de l'épistémologie constructiviste, elle estime que la connaissance des phénomènes résulte d'une construction effectuée par le sujet, c'est pour ça qu'on parle de constructivisme, et donc c'est une approche qui met en évidence l'importance de la structure sociale de la société dans la construction de la connaissance de la réalité. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'épistémologie sociale, comme dans le cas du relativisme modéré de Kuhn. Donc pour le constructivisme, il n'existerait que ce qu'on pourrait appeler des connaissances locales. Alors c'est pas un terme qui est très commun pour désigner ça, mais je trouve que c'est un raccourci intéressant. Donc connaissances locales, au sens que les vérités de la science ne seraient valables qu'au sein d'une structure sociale donnée, d'une communauté. Je vais redévelopper ce concept-là par la suite. Donc, comme je le disais, le mouvement constructiviste, c'est un mouvement qui est très très hétérogène et qui se caractérise surtout par un fort militantisme politique. C'est-à-dire la lutte contre les inégalités, contre les discriminations, le racisme, le totalitarisme et ainsi de suite. Donc pour mieux comprendre le constructivisme, je pense qu'il est indispensable de retracer l'historique de ce courant de pensée militant. Donc certains concepts constructivistes dérivent de l'idéalisme, notamment l'idéalisme kantien et hegelien, que j'ai déjà introduit dans la partie sur l'idéalisme. Je vais faire un bref rappel là-dessus. Et ensuite, une bonne partie des concepts constructivistes vont dériver du marxisme, de l'école de Francfort et du mouvement postmoderne. Et le constructivisme a également subi l'influence des mouvements plus récents comme ce qu'on appelle les études féministes et les études postcoloniales. Donc, bref rappel sur l'idéalisme kantien et hegelien. Je vous renvoie à cette partie-là du cours si vous voulez plus d'informations. Donc, Kant et Hegel sont généralement considérés comme des précurseurs du constructivisme parce qu'ils ont tous les deux établi la subjectivité de la relation sujet-objet. Donc, Kant affirme que nous ne percevons que la réalité phénoménale. Donc, je le cite, nous ne connaissons des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. Nous projetons des catégories qui sont nées dans notre esprit. Et pour Hegel, il estime que nous ne pouvons connaître que ce que nous construisons. Et donc ça, c'est la thèse de l'identité entre le sujet et l'objet. Donc, ces deux auteurs-là ont vraiment développé l'idée que quand on observe un objet, on construit forcément à travers nous-mêmes, à travers nos pensées, la représentation que nous nous faisons de cet objet.
Alors, par contre, ces auteurs se sont principalement focalisés sur l'individu et la manière dont un individu perçoit les choses. En fait, ils se sont assez peu intéressés au rôle des interactions, de la structure sociale de la société dans la construction de la réalité telle que nous la percevons. Ça, par contre, ça va être le cas des marxistes que je vais vous présenter maintenant. Donc, le marxisme, c'est un courant de pensée qui date du milieu du XIXe siècle et qui est fondé sur les idées de Karl Marx et Friedrich Engels. Donc, il y a toute une série de caractéristiques au marxisme. Ceci n'est pas du tout un cours sur le marxisme, c'est une très très brève introduction où je vais prendre uniquement ce qui est intéressant pour la compréhension de l'épistémologie constructiviste. Donc le marxisme se caractérise par un rejet de l'idéalisme. Donc c'est ce qu'on appelle une approche matérialiste. Donc Marx et Engels estimaient que ce sont les conditions matérielles et économiques, et pas les idées, qui structurent l'histoire. Les relations sociopolitiques, la culture, l'idéologie de la société, ainsi de suite. Donc, à la base, il y a un rejet de l'idéalisme. L'idée que tout ce qui est matériel va dominer sur les idées. Alors le marxisme s'est aussi développé comme une critique du régime capitaliste libéral, qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence. Et cette critique, elle a été nourrie, motivée par les inégalités sociales engendrées par le libéralisme. Donc ça, c'est un point intéressant parce que une bonne partie du militantisme qui est associé au constructivisme va naître de là. Il y a une volonté qui traverse tout le mouvement constructiviste de lutter contre les inégalités sociales sous différentes formes. Donc, toujours pour le marxisme, le processus de production capitaliste crée deux positions. Celle de l'exploiteur, donc c'est le bourgeois capitaliste, et celle de l'exploité, qui est ce qu'on appelle le prolétaire. Et donc le capitaliste est par définition le propriétaire des moyens de production. Il achète la force de travail des prolétaires à un prix inférieur à sa valeur, et le capitaliste s'approprie ce qu'on appelle la plus-value du travail. Ça, c'est la théorie marxiste. Et donc le projet marxiste, c'est une société qui est égalitariste, sans classe, donc sans division entre bourgeois et prolétaires, et donc une société qui, idéalement, serait sans exploitants. Et donc une société où les prolétaires se réapproprient les moyens de production. Et donc cette théorie, idéologie, les régimes russes et chinois ont tenté de l'appliquer. Bon, avec relativement peu de succès et des conséquences assez graves. Mais bon, ça je ne vais pas le développer ici. Donc selon Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Pour lui, c'est cette dynamique-là qui structure la société. Alors Marx et Engels ont introduit plusieurs concepts qui vont être repris par les pionniers du constructivisme. Donc, premier point intéressant, dans la théorie marxiste, l'idéologie, ça désigne l'ensemble de notre vision du monde. Et ce qui est original pour Marx et Engels, c'est que la fonction de l'idéologie est de masquer la réalité de l'exploitation des prolétaires et de faire apparaître à chacun sa condition comme naturelle. Donc par exemple, dans la société capitaliste, il est présenté comme normal qu'il y ait des riches et des pauvres, et l'idéologie dominante dans la société attribue ces différences aux qualités individuelles des gens plutôt qu'au système social lui-même. Toujours d'après Marx et Engels. Et donc, cette idéologie, elle est élaborée et transmise par les institutions qui contribuent à la socialisation des individus, c'est-à-dire les écoles, les universités, les médias. Et donc, dans la vision de Marx, les universités sont, par exemple, des éléments de l'appareil idéologique de l'État. Elles servent en fait à la propagande des idées de l'État.
Et donc, pour Marx et Engels, le développement de la science est influencé par les conditions socio-économiques. Pour eux, la science n'est pas déconnectée de la société. Cette société va imposer ses objectifs à la science, notamment le choix des technologies à développer en priorité. Et donc, pour eux, il existerait une science produite dans un cadre bourgeois qui contribue à stabiliser et légitimer le système capitaliste. Et donc, ça les amène à développer l'idée que le prolétaire, par la domination de classe dont il est victime, pourrait développer un autre point de vue que les bourgeois. Un point de vue plus unique et, d'après Marx, plus objectif sur la société. Et donc, avec ce type d'argumentaire, le marxisme légitimise en fait la politisation de la science et surtout aussi sa communautarisation. Donc l'idée que à la fois les bourgeois et les prolétaires pourraient produire des sciences différentes. Alors, ça a donné lieu à énormément d'études, d'analyses dites marxistes de la science. Je vous en cite une ici juste pour information. Donc, par exemple, le physicien et philosophe marxiste russe Boris Henson a publié en 1931 une étude qui est considérée comme l'une des premières analyses socio-économiques d'un texte scientifique. Et donc Henson propose par exemple une interprétation marxiste du célèbre texte de Newton, les Principia. Donc pour lui, pour Henson, ce sont les problèmes posés par la montée en puissance des forces productives capitalistes qui vont constituer les centres d'intérêt des savants de l'époque. Donc pour lui, Newton, c'est un enfant de la classe bourgeoise, et dans les Principia, on va trouver un mélange de matérialisme et de croyances idéalistes et théologiques, et pour lui, ça prouve la propension bourgeoise au compromis. Bon. Ce type d'analyse, après, a été beaucoup popularisé par d'autres auteurs. Alors, le concept marxiste de savoir socialement construit, il va être repris et développé par plusieurs grands dirigeants de l'URSS, notamment par Lénine, dans Matérialisme et empiriocriticisme en 1908. Et donc, dans cet ouvrage, Lénine va introduire la nécessité de produire une science qui soit alignée avec les intérêts du prolétariat. Donc une science qui serait au service de la révolution et qui serait opposée à la science bourgeoise, qui est considérée comme trop imprégnée par l'idéologie capitaliste et servant les intérêts de la classe dominante. Et ces concepts-là vont en gros faire partie de ce qu'on appelle la doctrine marxiste-léniniste, qui sera encore reprise dans les années 1920 en URSS sous Staline, notamment par des auteurs comme Nikolai Boukharine, qui vont formaliser le concept de science prolétarienne. Concept qui mènera plus tard à ce qu'on appelle le lysenkisme, que je vous développerai dans la suite du cours. Donc, Marx et Engels ont amené l'idée que la science était forcément politique, qu'elle servait les intérêts d'une classe, et qu'il pouvait être utile de développer des sciences alternatives, entre guillemets, défendant les intérêts des classes qui seraient exploitées par la classe bourgeoise. Donc, Marx et Engels avaient émis cette idée. Elle a été en fait surtout formalisée et elle est devenue je ne vais pas dire dogmatique, mais c'est quand même presque ça. Elle s'est transformée en une espèce de vérité de référence, principalement sous l'action de Lénine, puis ensuite de Staline, qui ont formalisé cette idée. Alors le philosophe marxiste italien Antonio Francesco Gramsci a introduit d'autres concepts intéressants qui servent de référence aussi au constructivisme sur base des concepts marxistes. Donc lui, il a introduit les concepts d'hégémonie culturelle et de subalterne. Donc l'hégémonie culturelle, c'est la domination d'une société culturellement diversifiée par la classe dirigeante, qui manipule la culture de cette société, les croyances, les explications, les perceptions, les valeurs, les mœurs, de sorte que la vision du monde de la classe dirigeante devient la norme culturelle acceptée par la société dans son ensemble. Et donc,
Pour Gramsci, une révolution, ça commence nécessairement par un combat culturel, une guerre culturelle. Et le terme de subalterne, il désigne et identifie les populations colonisées qui sont socialement, politiquement et géographiquement exclues de la hiérarchie du pouvoir. Donc, il introduit, Gramsci, l'idée que dans une société, la classe dirigeante a un espèce de monopole de la science, de la vérité, et que pour faire évoluer la société vers la société marxiste utopique sans classe, pour arriver à une révolution dans la société, ça commence forcément par un combat culturel où on va critiquer la culture dominante, et notamment la science qui est, comme Marx l'avait souligné, politisée et associée à cette classe dominante. Alors passons maintenant à l'école de Francfort et à ce qu'on appelle en général la théorie critique. Donc l'école de Francfort, c'est le nom donné à un groupe de chercheurs allemands qui se sont réunis autour de l'Institut de recherche sociale, qui était dirigé par Marx Horkheimer, à partir de plus ou moins 1930. Donc, historiquement, c'est un institut qui veut favoriser une collaboration pluridisciplinaire entre philosophie et sciences sociales, principalement la sociologie, et l'idée est d'avoir une approche critique de la société de consommation capitaliste. Mais c'est une critique qui, si elle est inspirée du marxisme, veut se détacher du marxisme. Et donc, elle ne reprend plus explicitement les objectifs révolutionnaires du marxisme. Son objectif est plutôt la justice sociale. Donc on ne vise plus une société sans classe, on vise une société qui est plus juste. Et donc dans cette logique-là, l'objectif, c'est de déconstruire les formes de domination qui ont été notamment identifiées par le marxisme, pour aboutir à une société qui serait non répressive, libérée. Et donc plusieurs auteurs, plusieurs textes majeurs vont structurer cette école, donc notamment La dialectique de la raison en 1944 de Horkheimer et Adorno. Donc l'ouvrage, c'est une critique du projet des Lumières qui avait pour ambition de libérer l'humain. Je rappelle que c'était la base des Lumières, permettre aux individus d'être autonomes en pensant par eux-mêmes. Et donc, ce que cet ouvrage fait, c'est le constat que les sociétés dites éclairées, les sociétés modernes, ont été confrontées à des catastrophes. Donc le fascisme, le nazisme, les dérives autoritaires du stalinisme. Donc tout ça, pour les membres de l'école de Francfort, ce sont des signes que le projet des Lumières a complètement failli. Donc eux vont estimer que les Lumières, le mouvement des Lumières, est un mouvement totalitaire. Parce que notamment ce mouvement avait pour objectif de supprimer toute trace de religion et de mythe au profit d'un système basé exclusivement sur la raison. Donc ils vont fortement critiquer cette idée que la raison amènerait un progrès et que les progrès technologiques seraient forcément porteurs de progrès sociaux. Donc ils vont critiquer ce qu'ils appellent la rationalité instrumentale, c'est-à-dire le fait que la rationalité peut servir à justifier l'autoritarisme et la terreur, ou à aliéner, donc à dominer les individus. Ils vont beaucoup souligner notamment que le monde est structuré par ce qu'ils appellent l'industrie culturelle, c'est-à-dire la culture de masse, les médias, le cinéma, qui sont vus comme des organes de propagande. Donc là, on retombe vraiment dans l'idée marxiste que l'idéologie qui domine dans une société sert à masquer en fait les dominances, les inégalités de la société. Et donc, pour l'école de Francfort, cette idéologie, en fait, cette propagande, a été reprise principalement par les médias, par le cinéma. Ce ne sont plus les organes vraiment de l'État qui produisent la propagande, ce seraient principalement les médias et le cinéma.
Et donc cet organe de propagande, il imposerait une normalisation, une uniformisation des modes de vie, et surtout la domination d'une logique économique. Et donc pour l'école de Francfort, la science peut évidemment devenir un outil de domination, dans la même logique que celle qu'avaient décrite Marx et Engels. Donc un texte qui a beaucoup fait parler de lui à une certaine époque, c'est L'homme unidimensionnel de Herbert Marcuse, donc qui est un philosophe et sociologue marxiste à la base. La plupart des membres de l'école de Francfort sont des marxistes initialement, même s'ils ont essayé de se détacher du marxisme, ils restent très imprégnés par ces idées. Donc Marcuse va principalement critiquer le capitalisme et le communisme soviétique, vus comme deux systèmes d'oppression. Il va estimer que la société industrielle normalise les individus. Elle crée des besoins illusoires auxquels sont assujettis les individus, et elle les réduit, via la publicité et la culture de masse, qui sont vus comme des systèmes de propagande, à une seule dimension, d'où le titre de son ouvrage majeur, L'homme unidimensionnel. Donc une seule dimension, celle de simple consommateur. Donc pour lui, les sociétés libérales, capitalistes, sont des sociétés oppressives, qui manipulent l'individu. Et donc dans un autre livre assez connu, Un essai sur la libération, publié en 1969, Marcuse en fait va proposer que les forces ouvrières ne sont plus en fait les agents d'une possible révolution et d'évolution de la société. Pour lui, les ouvriers sont trop intégrés au système, mais il estime que, par contre, ce sont ce qu'il peut appeler les marginaux, les hors-systèmes, qui deviennent les nouvelles forces révolutionnaires. Donc notamment les étudiants, les minorités sexuelles, les immigrés, ainsi de suite. Et donc, il estime que c'est sur ces individus, sur ces communautés, que doit reposer l'action révolutionnaire dans la société. Alors je veux souligner ici que toute l'idéologie marxiste et toute la théorie critique de l'école de Francfort ont été très fortement critiquées, notamment par Karl Popper, qui est une des références du mouvement réaliste. Donc les principales critiques de Popper, c'était que l'approche du marxisme et de la théorie critique de l'école de Francfort était beaucoup trop philosophique, c'est-à-dire non supportée par des données empiriques. Il estimait que ces écoles faisaient toute une série d'affirmations, mais qui reposaient principalement sur des réflexions, sur une approche rationnelle, mais pas sur des données. Et donc pour Popper, ça n'était absolument pas des théories scientifiques. Donc, il soulignait notamment que ces théories-là ne faisaient pas de prédictions qui pouvaient être réfutées par l'observation ou l'expérience. Et donc, n'étant pas réfutables, il a conclu que ces théories n'étaient pas scientifiques. Il a également critiqué l'idée que si la science et la connaissance sont nécessairement intriquées aux structures du pouvoir, ça rend forcément toute approche objective impossible, et donc ça mène à une forme de scepticisme radical, et donc au relativisme. Donc il a écrit, je vais le citer ici à propos de la théorie critique, « Je ne devrais pas hésiter à décrire cette influence par des termes tels que irrationnel et destructeur d'intelligence. Je ne pourrais jamais prendre leur méthodologie, quoi que cela puisse signifier au sérieux, ni d'un point de vue intellectuel, ni d'un point de vue scientifique. » Donc, le marxisme et la théorie critique de l'école de Francfort ont eu beaucoup d'influence, mais il faut être conscient qu'ils ont été également extrêmement critiqués, et surtout critiqués parce qu'ils étaient en rupture totale, évidemment, avec le mouvement réaliste. Alors, le mouvement postmoderne, donc là c'est un mouvement déjà un peu plus récent, on parle des années 60-70, c'est un mouvement qui a été essentiellement développé par des chercheurs français et qui aura un grand succès sur les campus américains dans les années suivantes, 80-90. Donc les principaux auteurs, c'est Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jean-François Lyotard. Donc c'est un mouvement qui est beaucoup dans le prolongement du marxisme et également de l'école de Francfort.
mais qui va plus loin. Donc c'est une critique qui est vraiment radicale de la modernité, des Lumières, de la rationalité et de la science. Donc, pour le mouvement postmoderne, la science moderne ne décrirait pas le réel, elle reflèterait uniquement les normes sociales d'une société, et surtout elle constituerait un outil de domination. Donc pour Marx, la science était politisée, pour le mouvement postmoderne, elle devient vraiment un outil de domination. Et donc, elle est, pour le mouvement postmoderne, éminemment critiquable et suspecte. Alors, je ne vais pas essayer de résumer ici les apports de chacun des auteurs, je vais juste essayer de souligner quelques points intéressants. Donc le philosophe Jacques Derrida, lui, va s'intéresser à la déconstruction du langage. Donc, dans plusieurs ouvrages, il va s'attaquer au langage, en disant que, en développant l'idée que les mots ne désignent pas des choses réelles, ce qu'on appelle un anti-essentialisme. Pour lui, ni les mots, ni les choses, ni les êtres ne coïncident avec eux-mêmes, tout est historiquement et socialement construit. Et donc une conséquence de ça pour Derrida, c'est que le langage, qui est le vecteur obligé de la science, il ne peut pas représenter la réalité ou la vérité, ni la communiquer à autrui. Parce qu'il est forcément construit, et cette construction varie en fait en fonction des communautés et même des individus. Donc pour lui, le langage est tellement flou, tellement imprécis, qu'il ne peut d'office pas être capable de communiquer sur la réalité ou sur une quelconque vérité. Alors le psychologue et philosophe français Michel Foucault, lui, va développer le principe d'épistémé. Donc c'est l'idée qu'il existerait un certain nombre de conditions de vérité, généralement inconscientes, qui conditionnent ce qu'il est possible et acceptable de dire et de comprendre à une époque donnée. Et donc, dans cette idée, la connaissance ne résulterait pas du progrès continu de la raison, mais d'un système de dispositifs. Ça, c'est le terme qu'il utilise. Donc de coutumes, de normes, de lois, d'institutions qui seraient propres à chaque époque et qui détermineraient ce qui est acceptable. Et donc pour lui, les savoirs ne sont pas neutres, ils sont le reflet de l'épistémé, à laquelle ils sont étroitement liés. Donc ce sont les conditions socio-économiques d'une époque qui détermineraient la forme que prennent les théories scientifiques. Et pour lui, l'individu n'est absolument pas libre. Il agit en conformité avec l'épistémé de son époque, et donc évidemment, le scientifique n'est pas libre non plus, il va produire des théories qui sont en accord avec son époque. Alors, lui, contrairement à certaines positions marxistes qui affirmaient que les individus opprimés, les prolétaires, avaient une position peut-être unique et plus objective, Foucault, lui, considère que tous les points de vue sont partials et pervers. Je le cite. Au sens où tous les points de vue donc sont biaisés. Il n'estime pas qu'un groupe, une communauté particulière, serait plus susceptible de produire la vérité. Et donc dans Surveiller et punir, en 1975, un livre qui est assez important pour comprendre sa pensée, il va développer le principe de pouvoir-savoir. Donc je le cite, « Il faut plutôt admettre que le pouvoir produit du savoir, et pas simplement en le favorisant parce qu'il le sert ou en l'appliquant parce qu'il est utile, que pouvoir et savoir s'impliquent directement l'un l'autre, qu'il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. » Donc pour lui, les savoirs, et les savoirs scientifiques, ne sont pas seulement biaisés, ils sont nécessairement au service du pouvoir et source de domination. Donc ça, c'est une généralisation qui évidemment était très critiquable. C'est l'idée que toute science, toute connaissance est forcément au service du pouvoir et source de domination. C'est une affirmation qui est très forte et qui va vraiment marquer le postmodernisme. Donc le philosophe français Jean-François Lyotard, en 1979, va publier ce qu'on appelle la condition postmoderne, rapport sur le savoir.
Et donc c'est cet ouvrage qui va en fait, je vais dire, servir un peu de manifeste au postmodernisme et le définir. Donc il va définir la condition postmoderne comme une incrédulité à l'égard des métarécits. Donc pour lui, les métarécits, c'est tous les grands récits explicatifs qui sont partagés par tous et qui légitiment les structures du pouvoir. Et là-dedans, il met la religion, il met les projets des Lumières, il met la science, il met le marxisme. Donc il met la science au même niveau, entre guillemets, que les religions et les idéologies politiques. Et il estime que tous ces métarécits auraient échoué. Et donc ce constat-là, il le fait notamment suite aux 2 guerres mondiales, aux crimes du stalinisme, au risque de guerre nucléaire, et ainsi de suite. Donc c'est une vision très très pessimiste. Pour lui, toutes les idéologies et la science ont échoué. Et donc, pour lui, cette méfiance, cette défiance envers les métarécits entraînerait une crise de légitimité des sociétés modernes, parce que je vous rappelle que les sociétés modernes s'appuient notamment sur la science pour légitimer leurs décisions. Donc, il enfonce l'idée que les métarécits, et donc la science, ne serviraient qu'à assurer le maintien des structures hiérarchiques au sein des sociétés. Donc c'est un cran plus radical encore que le marxisme. Et donc pour le mouvement postmoderne, le progrès social, la liberté, ça passerait par une critique des métarécits et donc de la science. Alors un dernier exemple de postmoderne, Richard Rorty. Donc lui est plus récent et il n'est pas français, mais il s'inscrit dans cette logique-là et je trouve que ce message, entre guillemets, permet de bien conclure le mouvement postmoderne. Donc c'est un des philosophes postmodernes contemporains les plus influents. Il défendait un relativisme libéral et l'idée d'une société sans vérité. Donc pour Rorty, une société libérale se doit de réduire la cruauté et les conflits. Donc lui, il n'est pas pour un égalitarisme marxiste, il est surtout pour que on réduise la cruauté et les conflits. Et pour lui, les conflits seraient en partie la conséquence des certitudes scientistes et de la rationalisation. Parce que ces certitudes scientistes, cette raison, en légitimant des normes, généreraient des discriminations sociales. Donc il fait un lien entre disposer de vérité scientifique, ça amènerait à créer des normes qui disent qui a raison, qui a tort, et ça pour lui, ça générerait des discriminations sociales qui mèneraient à des conflits. Or, pour lui, une société libérale doit réduire la cruauté et les conflits. Et donc, il en arrive à l'idée qu'on doit critiquer les certitudes de la science. Donc Rorty va appeler à rejeter l'universalisme, le rationalisme et la science, et il va présenter toutes les vérités comme contingentes à un environnement socio-culturel donné. Donc c'est une forme de relativisme. Il va défendre aussi une approche philosophique dite pragmatique. Donc il estime que la valeur d'une croyance devrait dépendre de son utilité sociale plutôt que de sa correspondance avec une vérité objective. Donc là, on sort de l'idée que la vérité, il devrait y avoir une correspondance avec la réalité. Pour Rorty, dans l'approche pragmatique, la vérité, c'est uniquement ce qui est nécessaire à la paix sociale, à l'absence de conflit. Donc pour lui, une valeur très importante, c'est la solidarité, l'accord avec les membres de la communauté, et cette valeur-là devrait se substituer à l'objectivité, l'accord avec ce qui est la réalité. Et donc il estime que le consensus social, le fait de mettre la majorité des gens d'accord entre eux, c'est plus important que la vérité. Pour lui, la vérité peut être source de division, la division c'est source de conflit, violence, c'est pas bien, donc on peut se passer des vérités. Et donc Rorty conclut qu'une société libérale idéale pour lui, ce serait une société qui considère vraie toute opinion qui s'impose dans une communauté, mais sans se soucier de son rapport avec la science. Donc c'est une position très relativiste et très critique vis-à-vis de la science, qui pour Rorty doit littéralement être éliminée de la société.
Donc ça résume assez bien le mouvement postmoderne en tant que tel. Donc passons à présent à ce qu'on appelle le constructivisme social. Donc le constructivisme social, il remet en question l'idée d'une réalité objective et préexistante. Il soutient que la réalité elle-même, est socialement construite par les interactions humaines, les langages, les institutions et les normes sociales. Et donc en conséquence, la connaissance de la réalité se construit à travers des processus de communication, de négociation et de contestation au sein des communautés. Donc pour le constructivisme social, la réalité elle-même est contextuelle et relative. Donc les normes, les valeurs, les croyances varient d'une société à l'autre, et donc ce qui est considéré comme réel ou vrai peut aussi varier d'une société à l'autre, ou même au sein d'une même société à différents moments. Donc il y a beaucoup d'auteurs différents, je vais me limiter ici surtout à Bruno Latour, donc, qui a publié avec Woolgard un livre qui a beaucoup marqué la philosophie des sciences, La vie de laboratoire, la construction sociale des faits scientifiques, qu'il a publié en 1979. Et donc, ces deux auteurs développent l'idée que les faits observés par les scientifiques en laboratoire sont socialement construits et qui n'ont pas d'existence en dehors des laboratoires. Alors ici, je veux vraiment souligner, il faut bien comprendre ça, que le constructivisme social, ça va beaucoup plus loin que la simple affirmation que les interprétations des faits sont socialement construites. Donc, que les théories scientifiques sont socialement construites, ça c'est vrai. Une théorie scientifique est construite suite à des interactions entre toute une série de chercheurs. Donc, toute théorie scientifique est socialement construite. Mais ce que fait le constructivisme dans cette forme radicale ici, c'est d'amener l'idée que les faits eux-mêmes sont socialement construits. Et donc le constructivisme des faits, il est très proche de certaines thèses idéalistes qui considèrent le monde comme une production de l'esprit. Alors Latour a introduit aussi, avec d'autres chercheurs, ce qu'on appelle la théorie de l'acteur-réseau, qui était assez influente en sciences sociales. Et donc cette théorie de l'acteur-réseau, elle postule que les faits et les théories scientifiques sont produits par un réseau hétérogène d'acteurs à la fois humains, les individus, les institutions, et non humains. Donc toute une série de dispositifs comme Internet. Donc ça c'est vrai, on ne peut pas critiquer cette idée-là. Par contre, Latour amène l'idée que c'est par la controverse entre les acteurs que vont s'élaborer les faits et les théories. Donc pour Latour, l'accord sur les faits et les théories, c'est le résultat de la construction d'un consensus entre les acteurs du réseau, et l'acceptation d'une théorie ne dépendrait pas que des résultats des expériences. Donc pour Latour, il est très sceptique à ce niveau-là, il estime que les scientifiques trieraient et interpréteraient les résultats des expériences en fonction des paradigmes dominants ou de normes sociales inconscientes. Donc là, il est proche de la vision relativiste modérée de Kuhn. Et donc c'est ce mécanisme de production des connaissances qui expliquerait que chaque communauté va produire des connaissances que moi j'appelle locales, qui vont refléter les propres normes sociales de la communauté, et donc pas forcément la réalité. Donc Latour, c'est quelqu'un qui a été très polémique, très provocateur aussi. Je vais juste citer un exemple ici qui est assez emblématique. Donc, dans un article de La Recherche en 1998, il va publier un article intitulé « Jusqu'où faut-il mener l'histoire des découvertes scientifiques ?» Et donc, Bruno Latour va tirer une petite leçon de philosophie d'un article qui était paru dans Paris Match en 1976. Et donc, dans cet article de Paris Match de 1976, on décrivait en fait l'analyse de la momie de Ramsès II par les scientifiques, qui avait permis,
sur base d'une analyse radiographique, microbiologique et ainsi de suite, de conclure que Ramsès II était mort de la tuberculose. Et donc l'analyse de Bruno Latour, je le cite, il dit « Où se trouvent donc les objets que découvrent les savants avant cette découverte ? Si l'on diagnostique par exemple au Val-de-Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882 ?» Donc ça, c'est un exemple vraiment d'application de la théorie du constructivisme des faits. Donc le bacille de la tuberculose, la bactérie qu'on appelle Mycobacterium tuberculosis, qui est responsable de la tuberculose, elle a été historiquement découverte par un chercheur, Robert Koch, en 1882. Ça, c'est le fait historique. Et donc, d'après le constructivisme des faits de Latour, c'est quand Robert Koch découvre, entre guillemets, cette bactérie, que cette bactérie commence à exister. Et donc, pour lui, il est très perturbant que des scientifiques disent que Ramsès II, qui est mort il y a plusieurs milliers d'années, soit mort d'une bactérie qui, pour Latour, n'aurait commencé à exister qu'en 1882. Et donc il pose la question, où se trouvent les objets que découvrent les savants avant cette découverte? Et donc ça, c'est un article qui va évidemment énormément faire réagir les scientifiques, qui vont pour beaucoup traiter Latour d'imbécile, en soulignant le fait que Robert Koch a identifié une bactérie, mais n'a évidemment pas créé cette bactérie. Donc le constructivisme des faits, en pratique, il pose de nombreux problèmes, surtout en sciences naturelles. Donc par exemple, si deux communautés produisent des vérités qui sont incompatibles, affirmer que ces deux communautés pourraient avoir raison en même temps, ça viole le principe de non-contradiction. Et la seule manière de concilier des vérités incompatibles, c'est alors un relativisme des faits, ce qui n'est pas acceptable en science. Et si on postule, comme le fait Latour, que la bactérie responsable de la tuberculose n'existe que depuis sa découverte par Koch, on se retrouve face à un problème de causalité. Si on dispose des preuves empiriques démontrant l'existence de cette bactérie des milliers d'années avant Koch. Et donc là, on a une violation du principe de causalité que de prétendre que Koch l'aurait fait exister en la découvrant. Donc, les idées de Latour, et en particulier le constructivisme des faits, ont vraiment beaucoup fait réagir les scientifiques à l'époque. Et donc ça a amené à ce type de représentation satirique de la théorie du constructivisme des faits. Alors passons maintenant à l'épistémologie féministe. Donc, je vais éviter le malentendu. Ici, je ne vais pas parler du mouvement féministe, qui peut évidemment pas se réduire à l'épistémologie féministe. Je vais ici vraiment me concentrer sur les féministes, notamment américaines, qui, dans les années, on va dire à peu près à partir des années 80, ont développé une épistémologie qu'elles ont qualifiée elles-mêmes de féministe. Donc une des premières, c'est Nancy Hartsock. Donc c'est une politologue et féministe américaine qui se désigne comme faisant partie des épistémologistes féministes et qui va s'appuyer sur la notion marxiste de point de vue unique du prolétariat. Et sur cette base-là, elle va introduire en 83 l'idée que les femmes peuvent avoir une vision plus vraie sur les structures cachées du pouvoir. Donc, ces féministes s'ancrent, je dirais, dans l'idéologie marxiste à la base, et dans l'idée que le prolétariat, parce qu'il subit une domination, aurait une vision plus objective de la société. Et donc pour ces féministes, les femmes, parce qu'elles sont, entre guillemets, le nouveau prolétariat, parce qu'elles sont exploitées au foyer et au travail, disposeraient en fait d'une vision plus vraie sur les structures cachées du pouvoir. Donc je la cite.
La vie des femmes offre un point de vue particulier et privilégié sur la suprématie masculine, un point de vue qui peut fonder une critique puissante des institutions et de l'idéologie phallocratique qui constitue la forme capitaliste du patriarcat. Et donc, Hartsock promeut une vision qui est assez proche du relativisme modéré de Kuhn, où les valeurs d'une société vont déterminer la connaissance. Donc je la cite toujours ici. Fondamentalement, je soutiens que les critères pour privilégier certaines connaissances par rapport à d'autres sont éthiques et politiques plutôt que purement épistémologiques. Je veux privilégier certaines connaissances par rapport à d'autres pour offrir des possibilités d'envisager une relation sociale plus juste. Donc ici, c'est vraiment l'idée que, de nouveau, la science est un produit des relations sociales, et que comme il ne peut pas y avoir d'objectivité, de vérité suprême dans la science, d'une certaine manière, on peut choisir les théories qui sont les plus avantageuses pour favoriser une relation sociale plus juste. Et donc elle défend l'idée que la justice est plus importante que la vérité. C'est un peu la même idée que Rorty, qui défendait l'idée que puisque les vérités amènent à des conflits, d'une certaine manière, on peut s'en passer. Et donc, pour Hartsock, c'est l'adéquation des connaissances à certaines valeurs qui rend nécessaire de privilégier ces connaissances. Alors, une autre philosophe féministe américaine, Sandra Harding, elle a développé ce qu'on appelle le principe de forte objectivité. Donc ça, c'est une tentative, du moins de mon point de vue, de redéfinir l'objectivité. Donc elle amène l'idée que l'objectivité en science ne pourrait être atteinte qu'en prenant en compte la situation sociale du chercheur. Donc on parle de méthodologie du point de vue. Donc pour Harding, il existe un biais androcentrique dans la recherche, parce que les chercheurs masculins tentent d'être des chercheurs neutres, ce qui pour elle n'est pas possible. Donc elle fait une forte critique de l'idée que la science serait neutre, et elle s'attaque surtout au biais d'origine sexuelle. Elle introduit l'idée qu'un homme et une femme pourraient en science produire des connaissances assez différentes. Et donc Harding va aussi adhérer au principe du privilège épistémique, je la cite, lorsque les gens parlent des côtés opposés des relations du pouvoir, les perspectives de la vie des moins puissants peuvent fournir une vision plus objective que la perspective de la vie des plus puissants. Donc c'est un peu la même idée que Marx et Engels, c'est l'idée que le prolétariat, les gens qui sont exploités, pourraient être plus objectifs et donc pourraient avoir une vue plus intéressante, pourraient produire des connaissances plus intéressantes. Et elle estime aussi que les bonnes valeurs sociétales, la justice sociale et ainsi de suite, peuvent prendre part au processus de production de connaissances, parce que ce processus de production de connaissances n'a jamais été neutre. Donc je la cite, « Les féministes ont l'intention de substituer les valeurs et les intérêts féministes, non pas à des critères neutres en termes de valeurs, mais à des critères ou à des aspects de ceux-ci qui sont androcentriques et antidémocratiques et qui bloquent la croissance des connaissances. » Alors une troisième grande figure du mouvement de l'épistémologie féministe, Donna Haraway, auquel c'est une biologiste et féministe américaine, elle a développé les idées de Hartsock et Harding et elle a introduit deux concepts clés pour essayer, elle, d'éviter une essentialisation naïve des opprimés, qui en ferait des détenteurs de la vérité. Donc elle a introduit l'idée de connaissance située, donc qui suppose de s'interroger sur la position du producteur de la connaissance, sur les relations de pouvoir dans lesquelles il s'inscrit. Donc c'est l'idée que si un scientifique émet une théorie, pour elle, il faut d'office s'interroger sur l'identité de ce scientifique. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est noir? Est-ce que c'est un bourgeois? Est-ce que c'est un prolétaire, entre guillemets? Elle va introduire aussi l'idée de privilège d'avantage épistémique, donc l'idée que les connaissances des minorités marginalisées pourraient être d'une valeur épistémique supérieure
parce que celles-ci seraient, du fait de leur position, plus critiques. Donc, elle est un petit peu moins radicale que Harding, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas que les connaissances produites par les gens dominés sont forcément meilleures, mais elle amène l'idée qu'elles pourraient l'être, surtout si ces connaissances sont soumises à une analyse critique. Donc je fais un bref comparatif ici pour que vous vous y retrouviez un peu entre Hartsock, Harding et Haraway. Pour ceux qui étudient mon cours, vous ne devez évidemment pas retenir le détail de ça. Je veux juste souligner qu'il y a déjà une diversité de points de vue dans l'épistémologie féministe et qu'on ne peut pas la réduire, la résumer en 2 lignes. Donc pour Hartsock, le standpoint féministe, c'est l'idée que le point de vue des femmes opprimées peut offrir une vision plus vraie du monde social, en raison de leur position matérielle. Pour Harding, avec le principe de privilège épistémique, elle considère que certaines positions sociales donnent un avantage épistémique potentiel, mais à condition d'une démarche réflexive. Donc elle rejette l'essentialisme et elle conserve l'idée de savoir plus juste. Et pour Haraway, avec ses savoirs situés, il n'existe pas de point de vue naturellement meilleur, mais seulement des savoirs partiels plus ou moins critiques selon leur capacité à reconnaître leur propre position. Donc elle s'oppose, elle, un peu à Hartsock et Harding, en refusant l'idée d'un privilège épistémique qui serait stable ou garanti. Mais toutes les trois considèrent que l'identité du producteur de savoir doit être considérée pour évaluer une théorie. Alors, une dernière position de l'épistémologie féministe, Hélène Longino, donc elle va introduire l'objectivité sociale et procédurale. Donc, cette objectivité sociale et procédurale, elle consiste à construire une objectivité en prenant en compte les valeurs sociétales grâce à un débat ouvert. Et ça s'inscrit de nouveau dans une tentative de changer le sens de ce qu'on appelle l'objectivité. L'objectivité telle qu'elle est définie dans le mouvement réaliste, c'est une objectivité qui est libérée des valeurs. Ici, dans le concept d'objectivité sociale et procédurale, Longino introduit l'idée qu'en fait, la bonne objectivité, ce serait une objectivité qui prendrait en compte les valeurs sociétales. Et donc pour elle, il s'agit d'établir un dialogue critique qui respecte certaines normes, l'existence d'un lieu de débat, la réceptivité à la critique, des standards publiquement reconnus, une égalité entre les membres. Et donc ce dialogue critique entre les membres de la communauté scientifique permettrait pour elle de produire des connaissances plus acceptables. Et elle estime que pour arriver à produire des connaissances scientifiques, il faut une diversité de perspectives pour mettre en évidence les biais qui seraient liés aux valeurs. Et donc tout dernier point de vue, celui de Dorothy Smith, qui elle, d'une certaine manière, va se baser sur les différents travaux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Elle va introduire en fait l'idée d'une sociologie féministe. Donc ça finalement c'est la conclusion quasi obligée de ce type de positionnement. De la même manière que le marxisme en arrivait à la conclusion qu'il fallait produire une science prolétarienne qui serve les intérêts de la classe prolétaire, les épistémologues féministes arrivent à l'idée qu'il faut produire une science féministe. Et donc, ce que Smith introduit, c'est l'idée d'une sociologie féministe. Donc elle fait le constat que l'expérience directe des individus, leur ressenti face à leurs conditions de vie, donc la subjectivité, n'est pas prise en considération par la sociologie traditionnelle, qui à la base était d'influence réaliste, donc centrée sur l'approche objective. Donc elle juge trop conceptuelle la sociologie, on va dire classique, et elle plaide pour que la sociologie prenne plus en considération le ressenti des individus, leur expérience personnelle de vie. Donc elle plaide pour que la subjectivité soit beaucoup plus introduite dans l'analyse sociologique. Et elle estime que les femmes sont, plus que les hommes,
en contact avec ce qu'elle appelle la vraie réalité, la réalité matérielle et locale, notamment les travaux domestiques, l'éducation des enfants, et ainsi de suite. Et donc, la sociologie féministe ou les sciences féministes, c'est un peu le pendant des sciences prolétariennes que défendaient les mouvements marxistes. Alors, dans le prolongement du postmodernisme, mais aussi de l'école de Francfort et des mouvements féministes, se sont développées toute une série d'études, ce qu'on appelle notamment les études subalternes ou postcoloniales, je vais vous présenter brièvement ici, et qui ont aussi un rapport et une critique très spécifique de la science. Donc, par exemple, la philosophe féministe postcoloniale indienne Spivak a développé, à partir des concepts marxistes de Gramsci, donc l'hégémonie culturelle, le concept de subalterne, elle va développer le principe de violence épistémique. Donc c'est l'idée que les discours et les connaissances indigènes, les connaissances locales, sont systématiquement exclus. Donc elle fait ça dans un ouvrage qui est connu comme « Est-ce que les subalternes peuvent parler ? Est-ce que ceux qui sont dominés dans la société peuvent, entre guillemets, s'exprimer, exprimer leurs connaissances ?» Donc Spivak a introduit l'idée qu'il faut prendre plus en compte la situation sociale et du genre, et également la situation géographique d'un producteur de savoir. Donc, la critique marxiste disait qu'il fallait prendre en compte la situation sociale, est-ce qu'on est un bourgeois, est-ce qu'on est un prolétaire. Les féministes ont amené l'idée qu'il fallait prendre en considération le sexe, et ici, ce que font les décoloniaux, c'est d'introduire l'idée qu'il faut aussi prendre en considération la situation géographique d'un producteur de savoir. Donc, par exemple, est-ce que c'est quelqu'un des pays du Nord ou est-ce que c'est quelqu'un des pays du Sud qui parle ? Et donc elle va critiquer l'eurocentrisme de la science, la domination de la science, de la langue anglaise en sciences. Et elle va amener le projet de décoloniser les universités et les connaissances. Donc, pour elle et son mouvement, c'est l'idée que la science est produite en fait par une certaine culture des pays du Nord, les pays occidentaux, et elle critique l'idée que cette science produite en fait presque exclusivement par les Occidentaux pourrait avoir une prétention à être universaliste. Donc un autre exemple de ce mouvement, et il incarne très bien, c'est le sociologue et juriste portugais de Sousa Santos. Donc lui, il a produit le concept qui est tout à fait d'inspiration marxiste de sociologie des absences. Donc lui postule qu'il n'y a pas de justice sociale globale sans justice cognitive globale. Donc son idée de base, c'est que les épistémologies eurocentrées seraient devenues hégémoniques dans les pays en développement. Donc c'est l'idée que la science occidentale se serait imposée comme la seule forme de science et de connaissance dans les pays du Sud. Et donc qu'elle aurait servi de référence exclusive pour la construction des savoirs, et donc qu'elle aurait entraîné ce qu'il appelle un épistémicide des épistémologies du Sud. Donc c'est l'idée que les pays du Sud, qui ont été colonisés par l'Occident, disposaient de leur propre méthode de production de connaissances, et que ces méthodes de production de connaissances auraient été étouffées par la science occidentale qui aurait été imposée par le colonialisme. Et donc, De Sousa Santos propose de décoloniser, ou de pluraliser, ou de déhiérarchiser la pensée et l'épistémologie, en intégrant les façons de concevoir la réalité et de produire des connaissances des groupes sociaux marginalisés. Donc il plaide pour ce qu'il appelle une écologie des savoirs, c'est-à-dire une cohabitation de différentes formes de connaissances qui pour lui doivent être égales en dignité. Donc il considère que la manière de produire des connaissances occidentales ne doit pas s'imposer comme étant la seule bonne manière de faire. Donc il ne considère pas, comme Feyerabend, que tous les savoirs se valent, mais il estime que la valeur des savoirs doit être évaluée par leur capacité à favoriser la justice sociale. Donc c'est un peu le même principe que Rorty que je vous ai présenté.
Et pour lui, le but, c'est pas comme Rorty d'éviter les conflits, c'est de permettre l'émancipation des populations marginalisées du Sud. Donc il considère que la vérité, c'est pas une adéquation entre la pensée et la réalité, mais une adéquation entre les savoirs et cette fois-ci les pratiques de libération. Donc c'est notamment en ça que je disais que les épistémologies constructivistes étaient fortement teintées de militantisme politique. On considère que ce qui est une bonne épistémologie n'est pas forcément une épistémologie qui produit des connaissances qui sont en rapport avec la réalité, qui la décrivent mieux, mais que ce sont des épistémologies qui produisent des connaissances qui servent un objectif politique, notamment ici les pratiques de libération. Alors, il faut être bien conscient que, effectivement, la colonisation a eu un impact sur la production de connaissances, notamment sur les connaissances historiques et en sciences sociales. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Donc, je donne un exemple ici pour expliquer que la position des décoloniaux, même si elle est très radicale, peut s'expliquer sur base de certains textes. Donc, un exemple très clair, c'est par exemple Ernest Renan. C'est un historien français qui est très renommé du XIXe siècle. Il a vraiment été une référence pour beaucoup d'historiens. Donc il a beaucoup écrit sur l'histoire du christianisme, des nations, des races. Et il défend une approche factuelle et rationnelle de l'histoire. Donc d'une certaine manière, il s'inscrit dans le courant réaliste. Mais par contre, il incarne clairement des préjugés raciaux et colonialistes de son époque. Donc je le cite ici, ça vaut la peine, donc c'est un texte très critiquable, mais qui montre bien qu'effectivement, certains savants de l'époque colonialiste ont été fortement influencés par les valeurs des sociétés coloniales. Donc je le cite, « Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche au pauvre. La conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure qui s'y établit pour le gouverner n'a rien de choquant. Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre, soyez bons pour lui et humains, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. » Donc évidemment, aujourd'hui, ce type de texte est jugé totalement inacceptable, mais c'est un bon exemple, en fait, de la manière dont certaines idéologies peuvent influencer la pensée de certains chercheurs. Donc, il ne faut pas du tout rejeter la critique décoloniale. Par contre, sur certains aspects, et je donnerai quelques exemples, elle est trop généralisante et trop radicale en considérant que toutes les connaissances sont systématiquement influencées par la position géographique de celui qui émet un discours de connaissance. Et donc, je veux aussi rappeler que ce mouvement décolonial, de décolonisation du savoir, il se traduit en pratique par ce qu'on appelle une décolonisation des universités. Et donc, la Belgique, comme beaucoup de pays occidentaux, s'est impliquée dans cette décolonisation des universités. Et donc, c'est l'idée qu'on va essayer d'introduire plus de diversité, tant au niveau des savoirs qui sont enseignés, éviter d'être trop eurocentrique, et également essayer de mettre mieux en valeur des savoirs dits indigènes ou provenant de sociétés du Sud. Alors la théorie intersectionnelle, donc elle fait d'une certaine manière un peu la synthèse de différentes approches que je vous ai proposées jusqu'à présent dans le mouvement constructiviste. Donc la juriste Kimberlé Crenshaw va introduire le terme d'intersectionnalité dans un essai. Et pour elle, l'intersectionnalité, c'est un cadre analytique qui permet de comprendre comment les diverses identités sociales et politiques d'une personne se combinent pour créer différents modes de discrimination et de privilèges. Donc je vous ai parlé avec le marxisme de la position sociale, avec le féminisme de l'importance du sexe, avec les mouvements décoloniaux de l'importance de la position géographique. Elle, en fait, met tout ça en interaction. Et donc,
L'intersectionnalité, pour elle, ça s'oppose au système analytique qui traite chaque axe d'oppression isolément. Donc par exemple, le marxisme, le féminisme, les mouvements décoloniaux, pour elle, ce sont à chaque fois des mouvements qui traitent un axe séparément. Et donc pour elle, une approche intersectionnelle qui mêle tous ces axes est censée enrichir l'analyse des connaissances situées en épistémologie. Alors ça mène à une multiplication en fait des différents axes d'analyse. Alors ici, c'est par exemple une représentation de ce qu'on appelle la roue des privilèges, qui est en fait une espèce de tentative de lister toutes les manières dont on peut être en fait dominé ou dominant dans une société, sur base du genre, de la citoyenneté, de l'ethnicité, de la couleur de peau, de l'éducation et ainsi de suite. C'est une représentation qui devient assez commune dans les mouvements décoloniaux ou intersectionnels. Donc on peut remarquer que dans cette approche-là, en fait, pratiquement tous les individus peuvent être vus comme des dominants et des dominés. Parce que imaginez par exemple une femme, du point de vue du féminisme, elle est dominée. Si elle est noire, elle est perçue comme racisée, donc elle est également dominée. Mais si par exemple c'est une femme mince, eh bien, d'une certaine manière, elle est dominante par rapport à certains individus en surpoids. Si elle est riche, elle est dominante par rapport à certains individus pauvres. Si elle ne présente pas de problèmes de santé mentale, elle est également dominante par rapport à des personnes vulnérables, et ainsi de suite. Donc, dans l'approche des privilèges, en fait, toute personne est critiquable. D'une certaine manière, toute personne présente des caractéristiques qui peuvent en faire potentiellement une personne dominante. Donc, en résumé, le mouvement constructiviste, comme j'ai essayé ici de vous l'expliquer, est extrêmement diversifié. Donc j'ai essayé ici, sur ces deux slides, de résumer les points marquants des différents mouvements, juste pour que vous ayez une petite cartographie, je dirais, de ces mouvements. Donc le marxisme, il s'inscrit dans la modernité parce que c'est un mouvement matérialiste et rationaliste, mais il va promouvoir une non-neutralité de la science, il va défendre l'idée d'un certain privilège épistémique des prolétaires, qui serait plus objectif que les bourgeois, et il va critiquer l'hégémonie culturelle et l'existence de subalternes, donc de catégories d'individus dont le savoir ne serait pas reconnu. Et son projet social, c'est la lutte contre la domination capitaliste. Une société sans classe, une science prolétarienne. Donc, très lié à un projet politique. L'école de Francfort, là on s'inscrit dans une critique de la modernité, une critique à la fois du capitalisme et du communisme, et un projet social avec une justice sociale, qui devient une lutte contre la domination capitaliste. Le mouvement postmoderniste, ce qu'on appelle aussi la French Theory, là ça devient un rejet de la modernité. C'est plus une simple critique, c'est un rejet pur et dur. Et donc là on va vers une déconstruction du langage et des méta-récits. On en arrive à considérer que la science est socialement produite, que la vérité est source de discrimination et de conflits sociaux. Et donc ça c'est une des seules parties Enfin, c'est le seul mouvement constructiviste qui n'a pas véritablement de projet militant, si ce n'est en fait une sorte de nihilisme. C'est la déconstruction de tout. Il n'y a pas véritablement de projet politique, ni même de méthodes scientifiques qui sont prônées. Alors le féminisme épistémologique qui s'impose plutôt dans les années 80-2000, donc c'est l'idée de point de vue, de connaissance située, d'objectivité forte, d'objectivité sociale, donc on redéfinit une objectivité qui doit prendre en compte la subjectivité, donc les expériences des individus. On privilégie une épistémique des femmes, et le projet social, ça devient la lutte contre la domination capitaliste et patriarcale. Et donc on vise une société sans discrimination. Et on y arrive par la production d'une science féministe.
les études postcoloniales dans les années 90-2000, on est toujours sur l'idée de connaissance située, mais là on va plus aller vers une critique du colonialisme et de l'eurocentrisme, avec pour projet social la décolonisation et la promotion des connaissances indigènes. Et avec l'intersectionnalité, à peu près à la même période, on est toujours dans l'idée de connaissance située, de privilèges épistémiques des dominés, avec pour projet social la lutte contre toutes les dominations, capitalistes, patriarcales, coloniales, hétéronormatives, et ainsi de suite. Et on vise comme projet de société une société sans discrimination liée au sexe, au genre, à la race, et ainsi de suite. Donc le constructivisme, c'est une remise en cause de l'idée d'une science universelle et objective, qui caractérisait le réalisme épistémologique. En général, les différents mouvements constructivistes vont présenter les biais sociaux, donc culturels, religieux, politiques, genre, comme étant des biais inévitables. Et le mouvement constructiviste va aussi être caractérisé par une politisation de la science et un militantisme des chercheurs. On est dans l'idée que la science produit des connaissances locales, au sens où elles ne sont pas universelles, où elles ne peuvent être valables que dans une communauté donnée. Et donc il y a aussi une redéfinition de ce qu'est l'objectivité pour le constructivisme. Donc une objectivité sociale et procédurale pourrait être atteinte par une confrontation d'une pluralité de perspectives. Et donc là on est un peu aussi dans l'idée d'une science démocratique, d'une science basée sur la désirabilité des différentes communautés. Alors je vais terminer ce chapitre 3 qui portait sur la question « Qu'est-ce que la connaissance ?», en soulignant le conflit très important entre philosophie moderne et postmoderne, qui s'est traduite par ce qu'on appelle les science wars, la guerre des sciences. Donc je rappelle, la philosophie moderne, qui est liée à l'ontologie et à l'épistémologie réaliste, donc elle est liée à la philosophie des Lumières. Le monde est composé, dans la vision réaliste, d'éléments stables, indépendants de nos représentations, qui sont isolables, qui sont liés par des relations de causalité, et l'observateur est différent de l'objet. Et donc, on peut avoir une observation objective de l'objet. Et ce mouvement cherche à construire une image fidèle du monde par l'observation, l'expérimentation et la réalité. Et surtout, dans cette idée réaliste, la production de connaissances est nécessairement source de progrès social et de liberté. Donc c'est vraiment l'idée des Lumières, c'est l'idée que si on comprend mieux la réalité, on est mieux susceptible de faire des choix de société éclairés, on est susceptible de produire des innovations technologiques qui vont aider au développement des individus. La philosophie postmoderne, donc qui est liée aux visions constructivistes et relativistes, elle va se caractériser par un rejet de la vision et de la connaissance et de l'épistémologie réaliste héritée des Lumières. C'est une critique radicale de ce que je vous ai présenté comme étant la philosophie moderne. Donc au niveau ontologie, pour les postmodernes, le monde est fragmenté, il est changeant, il est indéterminé, il est surtout dépendant de nos représentations. Il n'y a pas véritablement de différence entre l'observateur et l'objet. Donc pour eux, le monde est non appréhendable par les théories et il ne peut pas y avoir de connaissance universelle. Ça, c'est une vision, la vision postmoderne, qui est, j'en discuterai dans la suite, qui est particulièrement présent aujourd'hui en sciences humaines. Donc pour le postmodernisme, la connaissance produite par l'épistémologie réaliste, elle servirait à un projet de domination sociale, au profit de la classe dirigeante qui serait principalement occidentale, blanche et masculine. Et donc cette vision-là entraîne une suspicion envers la science occidentale. Et elle a stimulé et légitimé le développement, principalement aux USA, de nouveaux courants de théorie critique, que je vous ai présentés, comme le féminisme,
qui soulignent les mécanismes de la domination masculine, et les études postcoloniales, qui soulignent les mécanismes de la domination coloniale. Alors, si on compare réalisme et, on va dire, constructivisme, ce sont deux mouvements qui sont radicalement différents sur toute une série de points. Des points qui sont critiques, entre guillemets, pour la manière de concevoir la science et son fonctionnement. Donc je vais refaire ici, vous avez déjà les informations, mais je vais refaire une comparaison point par point. Donc concernant la distinction entre science et technique. Donc pour le réalisme, il va exister des savoirs conceptuels qui décrivent la réalité et qui sont apolitiques, donc neutres. Et des savoirs techniques qui répondent aux demandes sociétales et donc qui sont, eux, politisés, donc non neutres. Par contre, pour les constructivistes, il n'existe en gros que des technosciences. Et donc pour eux, les savoirs sont inévitablement tous politisés. Parce que pour les constructivistes, même les concepts, comme ils vont être utilisés pour légitimer par exemple une organisation sociale, d'une certaine manière, ce sont des concepts techniques dans le sens où ils satisfont à un but qui est politique. Alors, réalisme et constructivisme ont vraiment une perception très différente de la relation observateur-objet d'étude. Donc, pour le réalisme, l'objet d'étude est considéré comme indépendant de l'observateur. L'observateur permet donc, après neutralisation des biais, de produire, d'obtenir des faits objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biais pour le réalisme, j'insiste là-dessus. Mais le réalisme est optimiste dans le sens où il part du principe que, sur le long terme, on peut arriver progressivement à neutraliser les biais. Pour le constructivisme, l'objet est étudié et est construit par l'observateur. Donc, il n'est pas indépendant de celui-ci. Je vous rappelle le constructivisme des faits de la Tour. Et donc, en conséquence, l'observation ne peut produire que des faits subjectifs. L'objectivité n'est pas atteignable. Sauf si on redéfinit ce qu'est l'objectivité en introduisant du subjectif dans l'objectivité, comme le font notamment les féministes. Alors, il y a une conception qui est très différente du doute également. Donc pour le réalisme, le doute doit être raisonnable. C'est-à-dire que les vérités sont considérées comme temporaires, on va exclure le dogmatisme. Donc Popper, c'est un bon représentant de cette approche-là. Par contre, pour le constructivisme, le doute, ça devient une forme de scepticisme radical. Tout est construit et est subjectif, il ne peut pas y avoir de vérité universelle. Alors la perception est aussi très différente de ce qu'est la critique. Donc, pour le réalisme, la critique rationnelle des travaux scientifiques permet de réduire les biais. Donc c'est très présent dans les idées de Popper. Une théorie doit être réfutable, donc doit pouvoir être critiquée. Et donc c'est la critique qui fait avancer la science. Par contre, pour le constructivisme, la critique d'un travail scientifique, c'est d'une certaine manière une tentative d'imposer des connaissances qui sont forcément locales comme étant universelles. Et donc elle va se comprendre comme un jeu de pouvoir. Donc, quand on va critiquer une théorie, du point de vue constructiviste, ça va toujours être suspect et on va toujours être dans l'idée qu'on essaye de faire avancer un agenda politique ou les intérêts d'une communauté. Alors il y a également une vision qui est très différente des missions du chercheur. Donc, pour le réalisme, le chercheur doit incarner la neutralité de point de vue. Pour le constructiviste, il doit être politiquement militant. Parce que la plupart des mouvements constructivistes ont un objectif politique. La lutte contre les discriminations, une société plus juste, une société sans classe pour le marxisme. Et donc le chercheur doit participer à ce projet politique. Et donc il doit être politiquement militant, et donc certainement pas neutre. Alors le conflit entre réalisme et constructivisme, il va connaître son apogée, je dirais, dans les années 90-2000. Je vais le décrire, mais
je veux souligner que ce n'est pas un conflit qui est récent du tout. Donc je vais reciter ici Karl Popper en 1969. Il estime que l'objectivité, en bref, repose sur la critique rationnelle mutuelle, sur l'approche critique, sur la tradition critique. Ainsi, les scientifiques naturels ne sont pas plus objectifs que les spécialistes des sciences sociales, ils ne sont pas non plus critiques. Si les sciences naturelles sont plus objectives, c'est parce qu'elles bénéficient d'une meilleure tradition et de normes plus élevées en matière de clarté et de critique rationnelle. Donc ici, Popper critique le fait que les positions constructivistes, qui se manifestaient déjà à son époque avec le marxisme, avec l'école de Francfort, et qui imprégnaient fort les sciences sociales, étaient pour lui éminemment critiquables, et en fait était une incapacité d'adhérer à une tradition qui était plus marquée dans les sciences naturelles, de respect de la rationalité et de la tradition critique. Donc, je dirais, le conflit entre approche réaliste et constructivisme, il est vraiment très ancien. Et il n'y a jamais eu, entre guillemets, de véritable compatibilité entre ces deux mouvements. Mais ce conflit va culminer dans les années 90, donc il va y avoir de vifs débats entre les partisans du modernisme réalisme scientifique et du postmodernisme. Donc certains parleront de crise épistémologique. Et donc ça commence avec la publication en 1994 du livre Higher Superstition, la gauche académique, et ses querelles avec la science. Donc qui était écrit par un biologiste et un mathématicien, qui vont accuser les postmodernismes d'anti-intellectualisme et qui vont prétendre que les postmodernistes savent en fait peu de choses à propos des théories scientifiques qu'ils critiquent. Donc une bonne partie de leurs critiques sont dirigées comme des gens comme Derrida ou qui sont dans la logique de Derrida. Donc Derrida avait attaqué le langage. Et donc l'approche de Derrida, qui était un linguiste qui s'intéressait au discours scientifique, a amené toute une série d'auteurs avec une formation de linguiste à s'intéresser aux textes scientifiques, à les analyser et à les critiquer. Donc ce que Gross et Lewitt ont fait, c'est notamment de critiquer le fait que beaucoup de ces auteurs, qui ne connaissaient strictement rien à la science et aux théories scientifiques en elles-mêmes, se sont permis de les critiquer uniquement sur base du langage employé dans des articles ou des livres de vulgarisation. Alors l'affaire Sokal en 96, c'est ça qui va un peu mettre le feu aux poudres. Donc Alan Sokal, c'est un physicien qui va écrire un article proposant que la gravité quantique soit une construction sociale et linguistique. Et il va soumettre cet article à une revue de sciences humaines, Social Text. Alors en fait, cet article, c'est un canular. C'est un article qui ne veut strictement rien dire. C'est une espèce de boubi-boulga de termes pseudo-scientifiques, mais de termes qui sont fréquemment utilisés en sciences sociales. Et en fait, cet article qui ne veut strictement rien dire, qui est un canular, il ne va pas être identifié par l'éditeur de la revue comme étant un canular, il va être publié. Et donc ça va amener Sokal à critiquer les éditeurs en sciences sociales, et en considérant que l'épistémologie constructiviste, d'une manière générale, amènerait à permettre la publication de textes qui ne répondent absolument pas aux normes scientifiques. Et donc cette approche critique, elle va persister, ça va devenir, je dirais, une manière récurrente de faire de la résistance chez les réalistes pour critiquer les constructivistes. Il y a notamment l'affaire du canular dit Sokal au carré, qui est assez récente, 2017-2018. Donc 3 chercheurs américains, Pluckrose, Lindsay et Bogossian, vont rédiger, eux, une vingtaine de fausses études, de faux articles, pour piéger des revues universitaires, toujours dans l'idée de mettre en lumière une corruption de la recherche et du savoir académique, qui pour eux serait très répandue dans le champ des sciences sociales, qui serait devenu profondément constructiviste. Donc ils vont plus loin que Sokal,
en proposant que pour publier un papier dans une revue académique de sciences humaines, il suffit souvent que le papier dénonce, par exemple, certaines obsessions comme la culture du viol, la masculinité toxique, le racisme structurel et ainsi de suite. Donc, un de leurs canulars qui est assez connu, c'est l'article du pénis conceptuel comme une construction sociale. Donc de nouveau, c'est toujours le même principe, c'est écrire un article qui ne ressemble à rien, mais qui utilise un vocabulaire qui est à la mode dans les sciences humaines. Et donc de nouveau, cet article a été accepté par une revue de sciences sociales et publié. Et donc par exemple, dans l'abstract, vous retrouvez ce type de phrase qui ne signifie absolument rien. Nous soutenons que le pénis conceptuel est mieux compris non pas comme un organe anatomique, mais comme une construction sociale isomorphe à la masculinité toxique performative. Donc évidemment, c'est le genre de canular qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et qui amène à une multitude de commentaires et de critiques. Donc ces canulars qui présentent les travaux postmodernes dans le domaine épistémologique et social comme une imposture intellectuelle, ça va déclencher une véritable guerre des sciences, c'est-à-dire un échange de critiques entre chercheurs réalistes et chercheurs constructivistes. Chacun va accuser l'autre de ne pas respecter d'une série de normes, mais ce qui est assez logique vu que, j'ai essayé de vous l'expliquer, les normes chez les réalistes et les normes chez les constructivistes sont totalement différentes. Donc ça va entraîner une espèce de rupture épistémologique, au sens où les sciences naturelles qui vont être dominées par le mouvement réaliste vont progressivement, je dirais, se séparer des sciences humaines, en tout cas des chercheurs qui adoptent les positions constructivistes. Alors quand je parle de séparer, je veux dire que les collaborations vont devenir de plus en plus compliquées entre chercheurs de ces différentes facultés, parce que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, les normes épistémiques sont très différentes entre ces deux mouvements. Alors, qu'est-ce qui explique que le constructivisme va dominer en sciences humaines alors que le réalisme domine en sciences naturelles? En fait, c'est assez normal. Et ça dérive en grande partie du fait que les objets étudiés dans chaque discipline sont très différents. Alors, je vais prendre ici deux exemples un peu caricaturaux. Imaginons en sciences naturelles, en microbiologie par exemple, qu'on étudie le virus de la variole. Ce virus, qui est l'objet d'étude, il est clairement différent de l'observateur. Je ne pense pas qu'un observateur va s'identifier au virus de la variole. Donc l'étude de cet objet va être affectée par toute une série de biais, mais qui seront surtout des biais techniques. Par exemple, les méthodes de visualisation, la microscopie électronique qui va être utilisée, et ainsi de suite. Par contre, si on prend par exemple comme sujet d'étude la structure du couple humain, là, l'observateur, entre guillemets, c'est l'objet aussi. Tout observateur va avoir une série d'idées préconçues sur ce qu'est un couple humain, va vivre vraisemblablement en couple, ou aura vécu en couple, et donc la séparation entre observateur et objet, avec ce type d'objet d'étude, elle est beaucoup plus fine. Et donc les biais qui affecteront l'observateur, là ce sera effectivement le sexe, l'ethnie, la culture, l'idéologie religieuse, politique, philosophique, et ainsi de suite. Et ça, effectivement, dans ce contexte-là, l'approche constructiviste est beaucoup plus légitime. Donc, je dirais, le principal problème, à mon sens, en tout cas ça c'est mon opinion, c'est qu'une bonne partie des critiques et des incompréhensions entre les constructivistes et les réalistes viennent du fait que, bien souvent, tant les réalistes que les constructivistes ne prennent pas en considération le fait qu'ils étudient des objets qui sont extrêmement différents. Les réalistes trouvent complètement débiles les affirmations des constructivistes qui disent que le sexe pourrait, par exemple, affecter la manière dont eux étudient, par exemple, la structure d'un virus.
Et à l'inverse, les constructivistes considéreront comme complètement débiles aussi les affirmations des réalistes disant qu'on peut par exemple étudier la structure du couple humain d'une manière tout à fait neutre. Alors, quelle est la position des sciences naturelles dans ce débat? Donc je pense que Stephen Jay Gould traduit bien une partie du consensus en tout cas. C'est l'idée que la science est une construction sociale, mais qu'elle n'est pas que cela. Donc je le cite. L'affirmation véridique, judicieuse et fondamentale selon laquelle la science, en tant qu'activité essentiellement humaine, doit refléter un contexte social environnement, n'implique ni l'absence de réalité externe accessible, ni le fait que la science, en tant qu'institution construite et socialement enracinée, ne peut atteindre progressivement une compréhension plus adéquate des faits et des mécanismes de la nature. Donc, les sciences naturelles dominées par le réalisme, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois, reconnaissent l'existence des biais, acceptent l'idée que la production de connaissances peut être biaisée à la base, mais restent dans l'idée qu'on peut dépasser ça sur le temps long et que par la critique, on peut progressivement arriver à neutraliser les biais. Et donc certains chercheurs émettent notamment l'idée, c'est le cas par exemple d'Étienne Klein, un vulgarisateur connu, que un élément de réalité, c'est un élément qui résiste à un changement de point de vue. Ce qui est une manière de neutraliser tout le discours constructiviste, en disant ce à quoi la science s'intéresse, c'est principalement ce qui va résister à un changement de point de vue. Et donc, en sciences naturelles, ce type de discours est généralement validé parce qu'on va considérer que c'est un réel déni de réalité de considérer que la science ne serait pas plus efficace, par exemple, que les mythes, les religions ou la philosophie pour appréhender le réel ou le manipuler. Donc on estime que la science, telle qu'elle est conçue par le réalisme, a produit des théories qui ont permis des applications technologiques qui n'ont jamais été réalisables par les mythes, les religions ou la philosophie. Et donc par exemple, dans les domaines de la santé publique, il est clair qu'aucune philosophie ou religion n'a amélioré la santé publique comme l'a fait la science moderne, avec par exemple la vaccination et les antibiotiques. Donc, sur ce graphique, vous voyez par exemple le doublement de l'espérance de vie en Angleterre, suite à l'adoption des règles d'hygiène et au développement des antibiotiques et de la vaccination. Donc moi, de mon point de vue, ça c'est mon avis, je veux souligner qu'une synergie entre réalisme et constructivisme pour moi est possible. Donc le constructivisme, en identifiant les biais idéologiques et sociaux qui peuvent affecter la recherche scientifique, peut aider cette recherche à atteindre l'idéal d'universalité qui est associé à l'épistémologie réaliste. Donc, conclusion générale de ce très long chapitre. Qu'est-ce que la connaissance? Quelle est sa valeur locale, universelle? Quelle est son utilité? J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de consensus sur la nature de la connaissance. Donc, pour le réalisme, qui est le courant qui domine dans les sciences naturelles, la nature de la connaissance, elle est forcément universelle. Pour le mouvement constructiviste, elle est locale, elle n'est valable que pour certaines communautés. Pour le relativisme, elle est relative. Au niveau de sa valeur et de son utilité, elle est source de progrès pour le réalisme, elle est source de domination pour le constructivisme et le relativisme. Et donc il y a malheureusement un clivage qui s'est progressivement instauré entre les sciences naturelles qui sont dominées par le réalisme et les sciences humaines qui sont souvent dominées par le constructivisme et parfois même par le relativisme. Alors, je mets tout de suite ici quand même un gros point. Je souligne que, de nouveau, il ne faut pas généraliser. Vous avez en sciences naturelles des chercheurs qui vont être des constructivistes et même des relativistes, et inversement, en sciences humaines, vous allez avoir des réalistes. Mais ici, je parle simplement
de fréquence entre guillemets de chercheurs, on constate aujourd'hui que l'approche constructiviste est beaucoup plus présente en sciences humaines qu'en sciences naturelles. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est principalement lié au type d'objets qui sont étudiés par ces différentes disciplines. Donc dans la suite du cours, nous allons commencer à nous intéresser maintenant aux méthodes de production de la connaissance, donc ce qu'on appelle les méthodes scientifiques, et également aux conditions nécessaires pour produire ces connaissances, notamment dans les universités.